On dit souvent que le temps guérit tout, que la sagesse vient avec l'âge et que les années nous apprennent à voir le bon côté des choses. Moi aussi je croyais à tout ça, jusqu'à ce que je découvre que certaines trahisons brisent même les cœurs les plus solides. Et il n'y a pas plus solide que celui d'une mère. Je m'appelle Martine, j'ai 71 ans, et si la vie m'a bien appris une chose, c'est que la confiance est comme un vase en cristal. Une fois brisé, même recollé, il garde toujours ses fissures. Cette histoire a commencé un jeudi après-midi banal, dans notre petit village en périphérie de Tours, mais elle a transformé à jamais la façon dont je regarde ceux que j'aime. C'était l'un de ces jours de mars où le soleil persiste à chauffer la terre, même si l'automne fait déjà frissonner les matins. Je me préparais à faire ma visite mensuelle chez ma sœur Caroline, qui habite à Chinon, une charmante ville à 40 minutes de route. Depuis le décès de mon mari, ces visites sont devenues un rituel sacré. Le premier jeudi de chaque mois, je prends le car de 15h30 et je passe le week-end avec elle. Caroline a 3 ans de moins que moi. Elle est veuve aussi, mais elle a toujours été plus légère, plus drôle, plus vive. Elle a une manière de raconter les choses qui me fait rire même quand je n'en ai pas envie. Quand nous sommes ensemble, c'est comme si nous étions de nouveau ces 2 gamines qui partageaient une chambre dans la maison de nos parents à Loches. Ce jeudi-là, j'étais particulièrement enthousiaste. J'avais commencé un cours de peinture à la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, de mon quartier, et j'étais fière de mes progrès. À mon âge, découvrir qu'on peut encore apprendre, encore créer, ça vous donne une énergie inattendue. À 14h40 précise, Monsieur Jacques, le chauffeur de taxi, a klaxonné devant ma maison. Il me conduit à la gare routière depuis plus de 2 ans. Toujours aimable, toujours ponctuel. « Comment va votre fille, Madame Martine ?» me demande-t-il comme à chaque fois. Et moi, je répondais toujours avec le cœur gonflé de fierté. Je lui racontais comment Béatrice, ma fille unique, était attentive, gentille, toujours là pour moi. Aujourd'hui, ces souvenirs ont un goût amer. Nous avons parlé de tout et de rien pendant le trajet, de la pluie, du prix des fruits au marché, de ses petits-enfants. Il en a 2, des jumeaux de 6 ans. Moi, je lui parlais des miens, de Pierre et Anaïs, mes trésors. Tout semblait si normal, jusqu'à ce que j'aie ce drôle de pressentiment. Un vide, une impression de manquer quelque chose. J'ai fouillé mentalement mon sac. Carte bancaire? Oui. Téléphone? Oui. Médicaments? Oui. Bonbons au gingembre? Toujours. Mais, oh non, Jacques, j'ai oublié ma carte d'identité. Il a ri, gentiment. Ça arrive à tout le monde, ne vous inquiétez pas. On a le temps de faire demi-tour. Le car part seulement à 15h30. Sur le chemin du retour, j'étais troublée. Ces petits oublis devenaient plus fréquents. Pas que ma mémoire flanche. Je lis le journal tous les jours, je fais des mots croisés, je suis les infos. Mais Béatrice, elle, faisait toujours des remarques sur ces oublis, comme si elle voulait me faire croire que je perdais pied. Nous sommes arrivés dans ma rue. Je suis descendue en lui demandant de m'attendre. Je reviens tout de suite, juste le temps de récupérer ma carte. Ma maison se trouve dans un quartier résidentiel calme, bordé de maisons anciennes aux jardins fleuris. Ce jour-là, la mienne sentait le printemps, avec les tulipes déjà en bouton. Mais en m'approchant de la porte, j'ai entendu des voix dans le salon. C'était Béatrice, et son mari, Raphaël. Pas étonnant. Elle a un double des clés et vient souvent s'assurer que tout va bien. Je voyais cela comme une marque de tendresse. Mais là, il y avait quelque chose dans leur ton, quelque chose qui m'a glacée. Ils parlaient à voix basse, trop basse. J'ai alors contourné la maison, lentement, et me suis glissée jusqu'à la fenêtre entr'ouverte du salon. Ce que j'ai entendu m'a coupé le souffle. Elle devient de plus en plus distraite. Hier encore, elle a oublié de fermer la porte. « Tu crois que c'est le bon moment ?» C'était Raphaël, bien sûr. Elle me fait une confiance aveugle. Je lui dirai que c'est pour l'aider, pour simplifier les choses. Elle signera sans même lire. Je suis restée figée, incapable de bouger, incapable de respirer. Avec cette procuration générale, je pourrais gérer ses comptes, vendre la maison, tout. Et si elle se rend compte de quelque chose? Elle ne verra rien. Tu te souviens des virements qu'on a testés le mois dernier? Elle n'a même pas remarqué.
Je sentais mes jambes trembler. Mon cœur battait dans mes tempes. Il parlait de moi, comme d'un obstacle, comme si je n'étais plus qu'une vieille femme naïve, prête à être dépouillée. Je suis repartie doucement, sans faire de bruit. J'ai rejoint M. Jacques au taxi et, la voix tremblante, j'ai dit « Finalement, je ne vais pas partir aujourd'hui. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond pendant des heures, le cœur lourd, la gorge nouée. Les mots de ma fille tournaient en boucle dans ma tête. Chaque phrase, chaque intonation, chaque rire froid résonnait comme un coup de poignard. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la trahison elle-même. C'était cette réalisation crue que j'avais été aveugle à des signes que je n'avais pas voulu voir. Peut-être que l'amour de mère est parfois trop grand pour laisser place au doute. Je me suis levée bien avant l'aube. La maison était encore plongée dans le silence, celui qui précède le chant des oiseaux, ce moment suspendu où le monde semble figé. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé du café, comme je le fais chaque matin depuis des décennies. Mais ce jour-là, je me suis assise seule à la table, une tasse entre les mains, les pensées ailleurs. Devant moi, il y avait cette table en bois que j'avais tant astiquée, sur laquelle j'avais aidé Béatrice à faire ses devoirs, coller des dessins, réparer des jouets. Tout semblait si lointain, si flou et pourtant si proche. J'ai commencé à repenser à toute notre histoire, à nous deux. Béatrice est née alors que j'avais 22 ans. J'étais jeune, amoureuse, pleine d'espoir. Son père, Antoine, était un homme charmant, de ceux qui savent parler, qui savent séduire. Au début, je croyais sincèrement que nous étions faits l'un pour l'autre. Les premières années de notre mariage étaient simples, mais heureuses. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions ce que beaucoup recherchent toute une vie, une famille. Mais Antoine avait un vice, un qui ne se voit pas tout de suite, un qui se cache derrière des sourires et des excuses. Le jeu. Cela avait commencé par des parties de belote entre amis, puis les courses de chevaux, et ensuite n'importe quoi. Je n'ai compris l'ampleur du problème que lorsque Béatrice avait 6 ans. Un soir, 2 hommes se sont présentés à notre porte. Ils étaient polis, presque gênés, mais leurs mots étaient clairs. Antoine devait de l'argent. Beaucoup. Ce jour-là, j'ai senti la terre se dérober sous mes pieds. Béatrice jouait dans le jardin. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère pleurait en silence dans la cuisine. Le soir, quand Antoine est rentré du travail, la dispute fut inévitable. Il m'a avoué avoir mis en gage mes bijoux, ceux que j'avais hérités de ma mère. Il avait contracté des prêts à mon insu, hypothéqué notre maison. Mais il m'a promis de changer. Il a juré sur la tête de sa fille. Des promesses qui n'ont duré que quelques semaines. Pendant 2 longues années, j'ai essayé de sauver notre couple. J'ai repris mon métier de couturière. Je prenais tous les travaux possibles. Ourlets, retouches, broderies, trousseaux de mariage. Je cousais tard dans la nuit, une oreille sur le sommeil de Béatrice, l'autre sur le bruit de ma machine. Je travaillais sans relâche, avec un seul objectif, maintenir notre famille à flot. Béatrice a grandi en me voyant lutter, en me voyant porter un fardeau qui n'était pas le mien. Elle m'a vue forte, elle m'a vue fatiguée, mais elle m'a toujours vue présente. C'est peut-être là que tout a commencé. Quand Béatrice avait 8 ans, Antoine est parti. Il a laissé une lettre sur la table. Il disait qu'il avait besoin de réfléchir, de changer, de devenir l'homme que nous méritions. Ce même jour, j'ai découvert qu'il avait une fois de plus falsifié des documents pour obtenir un prêt. La maison était de nouveau en danger. Je me revois assise sur le carrelage froid de la cuisine, la lettre dans une main, l'avis de saisie dans l'autre, et Béatrice qui me demandait « Pourquoi tu pleures, maman ?» Dès ce jour-là, nous sommes devenus un duo. Elle et moi contre le monde. Je jure que j'ai tout fait pour qu'elle ne manque de rien. Je travaillais 2 fois plus. J'ai vendu mes meubles, mes bijoux, tout ce qui avait de la valeur. Je voulais que Béatrice garde sa chambre, ses livres, ses petites robes préférées. Elle allait à l'école le matin. Moi, je passais mes journées à coudre. Quand elle rentrait, je l'aidais avec ses devoirs, je préparais le dîner, puis je retournais travailler. Je dormais peu, mais je tenais bon. Je voulais qu'elle ait une enfance douce, qu'elle soit épargnée. Je voulais qu'elle ne vive pas la dureté que moi,
j'avais connu. Elle n'a jamais eu à se soucier de l'argent, jamais eu à faire les courses, jamais eu à s'occuper de la maison. Je me disais, laisse-la être une enfant. Et peut-être que, sans le savoir, j'ai semé les graines de cette dépendance silencieuse. Lorsque Béatrice a eu 15 ans, j'ai enfin remboursé toutes les dettes d'Antoine. Je me souviens comme si c'était hier. Elle faisait ses devoirs dans la cuisine. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai dit « Ma chérie, à partir d'aujourd'hui, tout ce que nous gagnerons sera à nous. Nous ne devons plus rien à personne. » Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais la maman la plus forte du monde. À l'époque, ces mots m'ont rempli de fierté. Aujourd'hui, ils me laissent un goût étrange. Parce que peut-être que, dès ce moment-là, s'est installée cette idée que j'étais indestructible, que je pouvais tout régler, et qu'elle, elle n'avait qu'à suivre. Quand Béatrice a rencontré Raphaël, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Il avait l'air attentionné, posé, toujours un mot gentil pour moi. Chaque fois qu'il venait dîner à la maison, il complimentait mes plats, me demandait si j'avais besoin de quelque chose, s'intéressait à mon quotidien. Après l'abandon d'Antoine, j'étais soulagée de voir que ma fille semblait avoir trouvé un homme bien. Ils se sont mariés dans la petite église de notre quartier, à Tours. La cérémonie était simple, mais pleine d'émotions. J'avais tenu à payer une grande partie des frais, grâce aux économies que j'avais accumulées au fil des années. Béatrice m'avait dit que ce n'était pas nécessaire, mais je voulais lui offrir cela, comme une bénédiction, un nouveau départ. Les premières années de leur mariage semblaient heureuses. Il passait souvent me voir. Raphaël continuait à me montrer une attention constante, presque excessive. À l'époque, je voyais cela comme de la gentillesse. Aujourd'hui, je me demande si ce n'était pas déjà une façon de s'assurer que je restais accessible, prévisible. Lorsque j'ai rencontré Michel, mon second mari, j'avais 53 ans. C'était à l'anniversaire d'une amie d'enfance, à Saumur. Michel était veuf depuis plusieurs années, comptable à la retraite, et dégageait une sérénité qui m'a immédiatement attirée. Il n'était ni bruyant ni extravagant, mais il écoutait, il respectait, il proposait sans jamais imposer. Au début, Béatrice s'est montrée méfiante. Elle disait que nous étions très bien toutes les deux, que je n'avais pas besoin d'un homme dans ma vie. Mais Michel a gagné sa confiance à force de patience. Il ne forçait jamais les choses. Il l'invitait à dîner, lui apportait de petits cadeaux, l'écoutait avec attention. Au fil du temps, il est devenu non seulement mon mari, mais aussi une figure paternelle respectueuse pour elle. Lorsque Michel et moi nous sommes mariés, Béatrice attendait son premier enfant. Michel était ravi à l'idée d'être un grand-père. Il a été merveilleux avec les enfants. Pierre est né 2 ans plus tard, puis Anaïs. La maison s'est remplie de rires, de petits pas pressés, de dessins colorés sur le frigo. C'était des années lumineuses. Michel m'a aussi aidé à mieux gérer mes finances. Il m'a appris à investir prudemment, à préparer ma retraite, à faire des choix plus réfléchis. C'est lui qui m'a convaincue de poser ma machine à coudre à 60 ans. « Martine, tu as assez travaillé, il est temps de penser à toi maintenant. » Et il avait raison. Mon corps commençait à se fatiguer. Grâce à lui, je me suis sentie en sécurité. Pour la première fois, je ne portais plus tout sur mes épaules. Nous étions une équipe. Puis, un matin d'hiver, Michel est parti, sans prévenir. Une crise cardiaque. 1 minute, il buvait son café en souriant. La minute d'après, il s'effondrait devant moi. J'ai tout essayé. Les secours sont arrivés vite, mais il était déjà trop tard. J'avais 65 ans. De nouveau veuve, de nouveau seule. C'est à ce moment que Béatrice est devenue plus présente. Elle venait presque tous les jours. Au début, cela me réconfortait. Je pensais que c'était de l'amour pur, que ma fille comprenait mon chagrin. Elle me disait « Maman, tu ne devrais plus conduire seule. Et si tu faisais un malaise sur la route ?» Elle s'inquiétait pour moi. Elle insistait pour faire mes courses, pour organiser mes papiers, pour gérer mes rendez-vous. Elle m'a proposé de centraliser mes documents dans un classeur à son nom, pour que ce soit plus simple. Elle a commencé à trier mon courrier, à répondre à ma place à certains messages. Elle me disait « Tu n'as pas besoin de t'encombrer avec tout ça. Repose-toi, je m'en occupe. » Je croyais qu'elle voulait m'épargner. Et peut-être que, quelque part, c'était vrai.
Mais à mesure que les mois passaient, je perdais peu à peu le contrôle de ma propre vie. Et je ne m'en rendais même pas compte. Un jour, elle m'a dit, sur un ton léger, « Maman, tu sais, cette maison est bien grande pour toi toute seule. Tu n'as jamais envisagé de déménager dans un appartement plus petit, plus moderne, avec ascenseur ?» Je lui ai répondu que non, que cette maison représentait ma vie, mes souvenirs, que chaque pièce avait une histoire. Elle n'a pas insisté, mais je comprends maintenant que c'était un test, un premier sondage pour voir si j'étais prête à céder du terrain. Quelques mois plus tard, elle a mentionné, toujours de manière innocente, « Et si tu me faisais une procuration, juste au cas où, rien d'urgent, mais ce serait pratique si tu avais besoin que je fasse des démarches à ta place. » Je lui ai dit que je ne voyais pas l'intérêt, que je me sentais encore capable de gérer mes affaires. Elle a souri, haussé les épaules. « Bien sûr, maman, c'était juste une idée, mais l'idée était plantée. Et moi, naïvement, j'ai cru que c'était clos. Avec le recul, je revois chaque détail sous un autre jour. Tous ces gestes qui semblaient être de l'attention. Trier mon courrier, insister pour faire mes courses, me conseiller de réduire mes dépenses. Ce n'était pas de simples précautions. C'était de la préparation. Une stratégie douce, mais terriblement efficace. Je n'étais pas protégée. J'étais étudiée. Chaque aspect de ma vie était examiné, compris, dompté, jusqu'à ce que je devienne une figure décorative, rassurante, mais sans pouvoir réel. Le plus cruel dans tout cela, c'est que je n'ai rien vu venir. Je me suis laissée porter par l'amour, par la confiance, et cette confiance-là, elle m'a presque coûté tout ce que j'ai construit. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été les plus longs de toute ma vie. Béatrice m'a téléphoné le samedi matin, comme elle le faisait toujours, après mes séjours chez Caroline. « Maman, alors ce week-end avec tata Caroline, cela s'est bien passé ?» J'ai menti. J'ai répondu que tout avait été merveilleux, que Caroline allait bien, que nous avions beaucoup ri. Mais à l'intérieur, j'avais le ventre noué. Chaque mot que je prononçais sonnait faux, et je savais que Béatrice, si attentive d'habitude, devait sentir que quelque chose n'allait pas. « Maman, tu as une drôle de voix. Tu es sûre que tout va bien ?»« Je suis juste un peu fatiguée, ma chérie. La route m'a épuisée. »« Tu veux que je passe cet après-midi ? Je peux t'apporter un déjeuner et te tenir compagnie. » Cette gentillesse, autrefois réconfortante, me paraissait désormais suspecte. Je savais qu'elle voulait venir, non pas pour prendre soin de moi, mais pour jauger mon état d'esprit, pour vérifier si j'étais vulnérable, si j'étais prête à signer. « Ce n'est pas la peine, ma chérie. Je vais me reposer un peu. Demain, je serai en pleine forme. » J'ai raccroché avec les mains tremblantes. Il me fallait du temps pour comprendre jusqu'où cette manipulation était allée. J'avais entendu les mots « oui », mais qu'avait-il déjà mis en place derrière mon dos? Le lundi matin, j'ai pris une décision. J'ai téléphoné à ma banque, celle où j'ai mon compte depuis plus de 15 ans. J'ai demandé à parler à Monsieur Laurent, mon conseiller attitré. Il avait été très respectueux à l'époque où Michel était encore en vie, et il m'avait souvent aidé à comprendre certains documents. « Madame Martine, quel plaisir d'entendre votre voix. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'aimerais consulter l'historique de mes dernières opérations. Est-ce que je pourrais passer ce matin? Bien entendu. Je vous attendrai dans mon bureau. Je suis arrivée à l'agence avec l'estomac noué. Monsieur Laurent m'a accueilli avec son habituelle politesse, mais j'ai tout de suite perçu une tension dans son regard. Avant que nous consultions les relevés, j'aimerais vous signaler quelque chose qui m'a interpellée ces dernières semaines. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Quel genre de choses? 2 tentatives de virement d'un montant élevé ont été bloquées par notre système automatique de sécurité. Elles ont été effectuées depuis votre espace personnel en ligne, mais elles ne correspondaient pas à vos habitudes. Je me suis figée. J'ai eu du mal à respirer. Vous avez essayé de me joindre? Oui, mais le numéro que nous avions enregistré avait été changé récemment. Une femme a répondu. Elle a dit qu'elle était votre fille et que vous étiez en déplacement. Je sentais le sang quitter mes joues. Béatrice avait modifié mes coordonnées auprès de la banque. Elle interceptait mes appels. Elle avait tenté de transférer de l'argent. Je voudrais voir tous les détails, s'il vous plaît. Monsieur Laurent m'a montré les lignes sur son écran. 2 tentatives. L'une pour 5 000 €, l'autre pour 8 000. Les deux vers un compte inconnu.
Le virement avait été initié avec mes identifiants, mon mot de passe, mes données personnelles. Comment cela est-il possible? Et là, tout m'est revenu. Tous ces moments où Béatrice m'avait proposé de m'aider avec mes accès, de gérer mes comptes en ligne, de noter les mots de passe pour ne pas les oublier. Tout ce soin, toute cette organisation n'était pas pour me protéger, c'était pour me contrôler. Monsieur Laurent, je souhaite immédiatement changer toutes mes informations. Je veux que toute opération supérieure à 1 000 € nécessite une confirmation téléphonique directe avec moi et uniquement sur ce nouveau numéro. Bien entendu, Madame Martine, je vous recommande également de porter plainte. C'est une tentative de fraude. Pas encore. Je dois d'abord comprendre tout ce qui s'est passé. Je suis sortie de la banque, les jambes flageolantes. J'étais soulagée d'avoir découvert cela à temps, mais profondément secouée par l'ampleur du mensonge. Béatrice ne préparait pas simplement un plan. Elle l'exécutait déjà, depuis des semaines. Cet après-midi-là, j'ai cherché de l'aide professionnelle. En ligne, j'ai trouvé un cabinet d'avocats à Tours, spécialisé dans la protection des personnes âgées et les abus patrimoniaux. Ma gorge s'est serrée en lisant ces mots. Abus. Ma propre fille. J'ai pris rendez-vous. Le lendemain, je me suis présentée au cabinet. L'avocat, maître Henri Dubois, était un homme d'une 50aine d'années avec un regard à la fois sérieux et bienveillant. Il m'a écouté sans m'interrompre, a pris des notes, a hoché la tête à plusieurs reprises. Madame Martine, ce que vous décrivez est malheureusement de plus en plus courant. Les abus patrimoniaux envers les personnes âgées, en particulier par des membres de la famille, sont en nette augmentation. Mais vous avez bien fait de venir. Vous avez des droits, et surtout, vous avez encore le pouvoir d'agir. Il m'a expliqué les différentes lois qui protègent les personnes dans ma situation. Il m'a parlé d'atteinte aux biens, de tentatives d'escroquerie, de falsification. Mais il m'a aussi parlé de prudence, de prévention. Ce que nous devons faire en priorité, c'est de documenter chaque conversation, chaque pression, chaque tentative de manipulation. Je vous recommande de toujours garder un enregistreur avec vous. Votre téléphone peut suffire, mais activez-le discrètement. Je suis repartie du cabinet avec une pochette remplie de documents, de conseils, de consignes. Mais surtout, je suis repartie avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, celui de reprendre le contrôle de ma propre vie. Je n'étais plus une victime passive. J'étais une femme qui, même à 71 ans, pouvait encore dire non. Une femme capable de se défendre. Une mère blessée, oui, mais lucide et résolue. Les jours suivants furent d'un calme étrange, presque irréel. Béatrice ne m'a pas téléphoné. Elle ne s'est pas présentée chez moi. Aucune visite, aucun message. Ce silence, après tant d'insistance de sa part pendant des mois, me paraissait plus parlant que toutes les paroles du monde. C'était comme si, au moment où je n'avais pas suivi son plan, je n'existais plus. Puis, un vendredi matin, alors que j'arrosais les rosiers dans le jardin, le téléphone a sonné. C'était elle. « Maman, que dirais-tu si je venais déjeuner avec les enfants aujourd'hui ? Cela fait un moment qu'ils n'ont pas vu leur grand-mère. Mon cœur s'est serré. Elle allait utiliser mes petits-enfants. C'était l'arme la plus douloureuse qu'elle possédait. Elle savait que je ne pouvais pas leur dire non. Ce serait une belle idée, ma chérie. À quelle heure pensez-vous arriver ? Vers 11h30. Et est-ce que cela te dérange si Marcia et Sandrine viennent avec nous ? Elles avaient envie de te voir. Marcia et Sandrine, ces deux amies de longue date, les mêmes que j'avais entendu mentionner comme futurs témoins de la fameuse procuration. Tout devenait clair. Elle avait tout planifié. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Bien sûr, ce sera un plaisir de les revoir. Parfait. À tout à l'heure, maman. En raccrochant, je me suis adossée contre le mur de la maison. J'avais environ 2 heures pour me préparer mentalement. J'ai immédiatement téléphoné à Maître Dubois. « Maître, elle vient ce matin, avec les enfants et avec les témoins. » « Très bien, Madame Martine. Rappelez-vous, restez calme. Enregistrez tout. Et surtout, ne signez rien. S'ils vous mettent la pression, dites simplement que vous avez besoin de réfléchir. Je me suis mise au fourneau. Non pas pour Béatrice, mais pour Pierre et Anaïs. Ils n'étaient coupables de rien. Je voulais qu'ils aient un bon repas, qu'ils se sentent aimés. Vers 11h30,
j'ai entendu 2 voitures se garer devant chez moi. Les enfants ont couru vers moi en criant « Mamie !» Pierre et Anaïs, mon soleil. Je les ai serrés fort contre moi, luttant contre les larmes. Béatrice m'a embrassé sur la joue, un sourire figé sur le visage. « Maman, tu es radieuse !» Marcia et Sandrine sont descendues de la voiture juste après. Elles m'ont saluée avec chaleur, visiblement heureuses de me revoir. J'étais certaine qu'elles ne savaient rien du véritable but de leur visite. Quelques minutes plus tard, Raphaël est arrivé à son tour, une pochette bleue à la main. Mon estomac s'est noué à la vue de cette pochette. « Martine, nous avons apporté quelques documents, rien d'urgent. Quand tu auras un moment, nous pourrons les regarder ensemble. Nous avons déjeuné dans le jardin. » Les enfants bavardaient, racontaient leurs aventures à l'école, leurs rêves de vacances. J'essayais de rester présente, de rire à leurs histoires, mais mon regard revenait sans cesse vers la pochette, posée sur la table du salon. Marcia et Sandrine parlaient de banalités, de cuisine, de téléfilms. Une scène normale, en apparence. Une mascarade. Après le dessert, alors que les enfants jouaient dans le jardin, Béatrice est venue s'asseoir à côté de moi. « Maman, que dirais-tu de jeter un œil à ces papiers? Les filles sont là, elles peuvent servir de témoins. Cela ne prendra que quelques minutes. » « Témoin de quoi exactement, Béatrice? » « Juste une formalité, pour prouver que tu es en pleine possession de tes moyens. Comme cela, si un jour tu as besoin de mon aide, tout sera plus simple. » Raphaël a déposé la pochette sur la table et a commencé à sortir les documents. Il y avait là plusieurs feuilles, mais l'une d'elles attirait particulièrement mon regard. Une procuration générale. Béatrice me l'a tendue. « Regarde, maman. Ce n'est rien de compliqué. Avec cette procuration, je pourrais t'aider pour tes comptes, tes papiers, tes démarches, pour te soulager. » J'ai pris le document entre mes mains. Je l'ai lu attentivement. Il donnait à Béatrice un pouvoir total. Gérer mes comptes, vendre ma maison, signer en mon nom, même prendre des décisions médicales. Une abdication complète de mon autonomie. À cet instant, Pierre a accouru depuis la cuisine. « Mamie, maman a dit que tu allais nous aider à acheter une nouvelle maison. C'est vrai ?» Le silence est tombé comme une pierre. J'ai levé les yeux vers Béatrice. Son visage s'est figé. Elle ne s'attendait pas à ce que l'un de ses enfants parle de cela devant des témoins. « Pierre, viens ici, chérie. Laisse mamie se concentrer. » Mais il a insisté, comme seuls les enfants savent le faire. « Maman a dit qu'il y aurait une piscine et que tu allais vivre dans un petit appartement sans escalier. » Anaïs l'a rejoint. « Mamie, c'est vrai que tu donnes ta maison à maman ?» Marcia et Sandrine se sont tournées vers Béatrice, surprises. « Béatrice, tu comptes vendre la maison de ta mère? Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est compliqué. » Raphaël a tenté d'intervenir. « C'est juste une réorganisation, pour son bien. » Mais j'avais entendu assez. J'ai reposé les papiers sur la table, calmement, et je l'ai regardé dans les yeux. « Béatrice, je vais réfléchir. Je ne signerai rien aujourd'hui. » Son visage s'est durci. La douceur feinte a disparu. « Maman, tu compliques tout. C'était censé être simple. » Elle s'est levée brutalement. « Maman, tu exagères. Marcia et Sandrine sont venues exprès. » Sandrine a posé une main sur son bras. « Béatrice, peut-être que ta mère a raison de vouloir réfléchir. » « Réfléchir à quoi? Elle fait juste preuve de mauvaise volonté. » Anaïs est revenue à ce moment-là, les yeux inquiets. « Maman, pourquoi tu cries sur mamie ?» Béatrice a pâli. Elle réalisait qu'elle avait perdu la maîtrise de la situation. Elle a forcé un sourire. « Personne ne crie, ma chérie. Allez, on va y aller. » Mamie est fatiguée. Marcia et Sandrine se sont levées, visiblement mal à l'aise. Elles avaient compris que quelque chose n'allait pas. Quand la porte s'est refermée derrière elles, Raphaël est resté un instant en retrait. « Martine, si tu veux, je peux demander à un notaire de t'expliquer les documents? » « Ce ne sera pas nécessaire. Je consulterai mon propre avocat. » Béatrice a saisi les papiers avec des gestes brusques. « Tu sais quoi? Oublie. Je voulais juste aider, mais si tu préfères gérer toute seule, très bien. » Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. « Quand tu voudras vraiment de mon aide, tu sauras où me trouver. Mais ne t'attends pas à ce que je continue à insister. »
Elle a claqué la porte. J'ai regardé la pièce vide. Mon téléphone avait tout enregistré. Ses paroles, celles des enfants, l'ambiance, la pression. J'avais désormais des preuves. Mais plus que cela, j'avais ma dignité. Les jours qui ont suivi cette confrontation furent étrangement silencieux. Aucun message, aucun appel, aucune visite. Béatrice avait disparu de ma vie, comme si mon refus avait brisé quelque chose d'irréparable. J'aurais voulu me dire que ce silence me faisait du bien, qu'il était libérateur, mais il m'oppressait. Il me pesait comme une absence trop lourde pour être ignorée. Ce n'était pas la perte de contrôle de ma maison ou de mes biens qui me faisait souffrir. C'était la fracture invisible mais profonde entre une mère et sa fille. Une rupture que je n'aurais jamais imaginée possible. Ce qui me manquait le plus, c'était Pierre et Anaïs. Leur rire, leurs câlins, leur petite voix qui appelait « Mamie » avec tant d'amour. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Marcia. « Madame Martine, excusez-moi de vous déranger, mais je voulais m'assurer que vous allez bien. L'ambiance vendredi, ce n'était pas normal. »« Merci Marcia, cela me touche, je vais bien. Et vous ?» Honnêtement, je suis un peu troublée. Béatrice m'a appelée hier pour me demander de ne rien dire à personne sur ce qui s'est passé. Cela m'a inquiétée. Mon cœur s'est resserré. Béatrice essayait de contrôler les témoins. Elle sentait le sol glisser sous ses pieds. « Marcia, puis-je vous poser une question un peu personnelle? Quand vous avez signé une procuration pour votre fille, c'était vraiment votre décision? Ou vous y avez été un peu poussée? » Elle a hésité un instant. « C'est ma fille qui me l'a suggéré. Elle disait que ce serait plus pratique. Mais à vous dire la vérité, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Cette conversation m'a hantée pendant plusieurs jours. Combien de mères, comme moi, avaient cédé leur confiance en pensant faciliter la vie de leurs enfants, sans savoir qu'elles cédaient en réalité leur indépendance? La semaine suivante, Maître Dubois m'a téléphoné. « Madame Martine, nous avons analysé tous les éléments que vous avez enregistrés. Il y a matière à entamer une procédure judiciaire contre votre fille et son mari. Mais la décision finale vous appartient. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. L'idée d'attaquer ma propre fille en justice me bouleversait. « Maître, je ne veux pas engager de procès. Mais je veux me protéger. Je veux que tout soit en ordre pour que cela ne puisse jamais recommencer. » « Très bien. Nous allons sécuriser tous vos documents, verrouiller vos comptes et envoyer une lettre officielle à votre fille et à son mari. Une lettre claire, mais respectueuse. 2 semaines plus tard, Raphaël m'a appelé. Sa voix n'était plus la même. Elle était plus calme, presque incertaine. « Madame Martine, vous allez bien? Cela fait un moment que nous n'avons pas eu de nouvelles. »« Je vais très bien, Raphaël. Merci. » Béatrice est très triste. Elle dit qu'elle a essayé de vous appeler, mais que vous ne répondiez pas. C'est étrange. Mon téléphone n'a pas sonné. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre très intéressante d'un avocat récemment. Vous aussi, je suppose. Silence. Écoutez, je pense qu'il y a eu un malentendu. Béatrice voulait simplement vous aider. J'espère que vous comprenez, Raphaël. Je préfère désormais gérer mes affaires moi-même, avec les protections juridiques nécessaires. Vous êtes sûr de ne pas vouloir discuter avec elle? Elle est sincèrement désolée. Quand elle sera prête à parler honnêtement, sans pression, je serai là. 1 mois plus tard, j'ai enfin repris ma routine. Je suis allée rendre visite à Caroline. Elle m'a accueillie comme une sœur qui n'a jamais douté de moi. « Tu sembles différente, Martine. Fatiguée, mais droite. Que s'est-il passé? » Je lui ai tout raconté. Chaque mot, chaque soupçon, chaque preuve. Elle m'a écoutée en silence, me tenant la main de temps en temps. Quand j'ai eu fini, elle a simplement dit « J'espère qu'un jour, Béatrice comprendra. Mais en attendant, tu as fait ce qu'il fallait. » Je l'aime encore, Caroline. Mais aimer ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Et les petits? Tu ne les vois plus? Non. Et c'est ce qui me déchire le plus. Ma vie a pris un autre rythme. J'ai repris mes cours de peinture à la MJC. J'ai commencé à marcher chaque matin dans le parc près de chez moi. J'ai même rejoint un groupe de bénévoles à l'hôpital local. Je découvrais enfin qui j'étais, au-delà du rôle de mère et de grand-mère. Un matin,
Alors que je marchais comme d'habitude, j'ai entendu une petite voix m'appeler « Mamie Martine ». C'était Pierre. Il courait vers moi avec un grand sourire. Il était avec sa grand-mère paternelle. « Bonjour, Madame Martine », dit-elle avec un sourire timide. Quelle coïncidence! Pierre parle souvent de vous. Il demande pourquoi vous ne venez plus à la maison. Je me suis accroupie à sa hauteur. Mon petit cœur, mamie pense à toi et à ta sœur chaque jour. Mais parfois, les grands ont des choses compliquées à régler. Sa grand-mère m'a prise à part. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais les enfants souffrent de votre absence et Béatrice n'est pas bien. Elle pleure souvent. Cela m'a bouleversée. Je savais que je ne pouvais pas faire semblant d'être en paix alors que mon cœur restait en morceaux. 4 mois après notre confrontation, Béatrice est revenue. C'était un samedi matin. Je taillais mes rosiers quand elle est apparue au portail. Elle avait perdu du poids. Elle avait l'air épuisée. Mais elle avait surtout l'air sincère. « Maman, puis-je entrer ?» Je lui ai ouvert. Elle s'est assise sur le banc en bois que Michel avait construit de ses mains. Nous sommes restées silencieuses un long moment. « Maman, je suis désolée. Vraiment, j'ai mal agi. Je n'ai pas su comment demander de l'aide. Je me suis laissée entraîner par la peur, par la panique. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissée vider son cœur. Je sais que je t'ai trahi, mais je ne veux pas que ce soit la fin. J'ai quitté Raphaël. Ce n'était pas seulement à cause de cette histoire, mais parce que je me suis rendu compte qu'il m'éloignait de mes valeurs. Et maintenant, je travaille beaucoup. Les enfants sont chez leur autre grand-mère pendant la semaine. J'essaie de rembourser mes dettes, de redevenir responsable. Je l'ai regardée longuement. Béatrice, je te pardonne. Mais notre relation doit changer. Je ne suis plus ta béquille. Je suis ta mère, mais je suis aussi une femme libre, avec mes décisions, mes limites. Je comprends, et j'accepte. Nous avons pleuré ensemble. Pas parce que tout était réparé, mais parce qu'un nouveau chemin s'ouvrait. Lentement, avec prudence, mais avec espoir. Depuis, elle vient me voir chaque semaine avec les enfants. Elle me raconte ses réussites, ses doutes. Elle ne cache plus rien. Elle me demande de l'aide parfois, mais sans manipulation. Je l'aide, oui, mais comme une mère qui soutient, pas comme une mère qui porte tout. Un dimanche, alors que nous prenions le thé dans le jardin, elle m'a dit « Maman, merci de m'avoir donné une deuxième chance. » La famille, Béatrice, c'est cela. Ce ne sont pas les liens du sang qui suffisent. C'est le respect, le pardon et la volonté de grandir ensemble. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes une famille plus forte. Non pas parce que nous avons tout oublié, mais parce que nous avons traversé la tempête ensemble et que nous avons choisi de reconstruire. Je suis Martine, j'ai 71 ans et j'ai appris que l'amour, le vrai, ne signifie pas tout accepter. Il signifie savoir poser des limites et savoir, malgré tout, continuer à aimer. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.